Bonjour à tous, si vous souhaitez en savoir plus sur Tristan Vauthier, vous avez cliqué au bon endroit. Dans cet entretien, Tristan va nous en dire plus sur son métier de pilote. Nous évoquerons ensemble son parcours, ses difficultés, mais également ses souvenirs de carrière. D'autres interviews arriveront très vite, ils seront à retrouver dans la playlist dédiée. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'interview de Tristan Vauthier. Bonne vidéo à tous! Bonjour Tristan. Bonjour. Donc tu es pilote pour Pro Racing Algarve cette année en ELMS. Est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours déjà pour en arriver jusqu'ici? Mon parcours, j'ai commencé comme tous les jeunes européens en karting à vouloir aller en Formule 1, donc Formule Campus, Formule Renault. Quand les portes se sont un peu fermées pour continuer à monter l'échelle de la monoplace vers la Formule 1, j'ai décidé de partir aux USA pour essayer de rouler en IndyCar. Donc j'ai démarré en Star Mazda, qui est l'équivalent de la Formule 3 en Europe. J'ai gagné une bourse en gagnant le championnat qui m'a permis d'aller en Indy Lights. Et en gagnant le championnat Indy Lights en 2012, j'ai gagné une bourse qui m'a permis d'aller en IndyCar. Donc je suis resté en IndyCar jusqu'en 2015 et quand les portes de l'IndyCar se sont fermées, j'ai pu rebondir en endurance. Voilà, en prototype, en GT et de fil en aiguille, après pas mal d'années en IMSA en catégorie DPI, qui est désormais le GTP LMDH. Ouais. J'ai fini avec Van Wall en WEC cette année et Algarve en LMP2. Comment est venue ta passion toi pour l'automobile? Alors mon père a lui-même essayé d'être pilote, il n'avait pas beaucoup d'argent donc c'était compliqué et quand j'avais 4 ans il a réussi à monter un circuit automobile dans la région Rhône-Alpes, entre Lyon et Grenoble. Donc j'ai un peu grandi sur la piste, j'ai démarré par le karting et voilà, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Ouais, c'est quand même assez compliqué de trouver les budgets, même aux États-Unis où c'est plus facile. Non, c'est très dur. Moi, j'ai eu de la chance que mon père soit un petit peu dans le milieu, mais de toute façon, on est très vite été à court d'argent par rapport au budget. C'est pour ça qu'on est allé aux États-Unis. En fait, c'était pas tellement plus facile de trouver les budgets, mais quand tu gagnais un championnat à un certain niveau, tu gagnais de l'argent qui te permettait de passer au niveau suivant. C'était une bourse qui s'appelait la Mazda Road to Indy. Donc Mazda sponsorisait cette filière un peu, et moi c'est pour ça qu'on est parti faire ça. J'ai réussi à gagner cet argent qui m'a permis d'aller en Indy Lights et ensuite qui m'a permis d'aller en IndyCar quand j'ai regagné en Indy Lights. Du coup, oui, pourquoi avoir fait le choix de partir aux États-Unis? Oui, c'était déjà peut-être pour une question, ce système, ouais, exactement, ouais, de filière et de bourse qui donnait vraiment un chemin clair vers l'IndyCar si tu arrivais à gagner les championnats. Ouais. Ouais. Parce que ça, en Europe, en fait, il n'y a jamais ça. Il y a des filières Red Bull, Mercedes, ouais, qui prennent les jeunes en karting ou en monoplace et qui les financent jusqu'à la F1 s'ils estiment qu'ils sont assez bons. Moi, j'avais pas réussi à être pris. À l'époque, c'était Red Bull qui prenait pas mal de jeunes, Renault, ouais, aussi. J'étais passé prêt, mais quand on a vu que j'avais pas réussi à être pris et que j'avais un peu manqué le coche pour ça, c'est là qu'on s'est dit allez, il faut vite rebondir sur les USA et ça a fonctionné. Ouais, t'as eu quand même beaucoup de courage de partir aux États-Unis. T'avais quel âge quand t'es parti aux États-Unis? J'avais 20 ans, oui, après j'avais rien à perdre, hein. Ouais. C'est ton rêve, depuis que t'es tout petit, tu veux faire ça, donc tu te donnes toutes les chances. Ouais. Pour toi, c'est quoi les plus grandes différences qu'il y a entre le sport auto en Europe et aux US? Les circuits déjà, ouais, beaucoup plus old school aux US, donc beaucoup plus d'herbe, beaucoup plus de murs de pneus. Donc plus facile de cracher, même si on peut quand même avoir de beaux crashs en Europe. Ouais. Je préfère les circuits américains, je trouve qu'ils ont plus de caractère, je trouve qu'ils sont moins dénaturés que certains circuits européens qui ont été un peu trop dénaturés par rapport à leurs origines. Je trouve que la course est plus intense, comme il y a plus d'accidents, il y a plus de safety car, donc les courses repartent à zéro plus souvent, les courses d'endurance. Donc ça rend les choses un peu plus intenses, donc ça c'est pas mal. Et de manière générale, l'accès aux fans est un peu plus facile. Je trouve que c'est bien, on a une proximité, t'as une proximité un peu plus élevée avec les fans aux États-Unis qui peuvent accéder plus facilement aux équipes, plus facilement aux voitures. Ça, je trouve que c'est bien aussi. Voilà, après, voilà, au niveau ambiance, pour moi, il n'y a rien qui bat les 24 heures du Mans. Peut-être les 500 miles d'Indy, mais
voilà, le Mans, ça reste quand même une course vraiment à laquelle je suis particulièrement attaché. Ouais. Plus que Indy? Je pense encore plus, ouais, parce que je suis allé au Mans encore plus jeune qu'à Indy, donc je pense que le fait d'y aller si jeune, ça m'a assez marqué et il y a toujours eu quelque chose de spécial avec cette course. Tu peux me raconter comment tu as vécu tes 2 participations aux 500 miles? Je rappelle juste que tu les avais fait donc en 2013 et en 2015. Super, surtout que 2015 c'était une opportunité un peu de dernière minute. Ouais. J'avais fait les qualifications pour un ami pilote qui pouvait pas être là le week-end des qualifications, qui m'avait demandé de qualifier la voiture pour lui. Et entre-temps, dans la même équipe, chez Delcoin Racing, il y a un autre pilote qui s'est trouvé avec un problème d'oreille interne pour la course, donc ils m'ont basculé sur l'autre voiture. Je me suis retrouvé à faire les 500 miles, ensuite la saison complète chez Delcoin, donc c'était... je pense qu'ils profitent encore plus quand c'est une opportunité comme ça, mais voilà, en tant que rookie aussi c'est génial, tu as l'impression d'être un peu un gladiateur parce que la manière dont les tribunes sont faites, tu as l'impression d'être un peu dans une arène. Et c'est un feeling assez particulier, donc c'est génial. C'est une course fatigante parce que ça dure 15 jours. Tu as toute la semaine des essais libres et des qualifs qui font que quand la course démarre, tu es content d'y être. Tu peux m'expliquer à quel point le pilotage sur circuit ovale est technique? Je dirais que ce qui est très technique, c'est les réglages de la voiture. C'est très fin. Comme tu freines pas, comme tu lâches pas les gaz, il y a très peu de choses que tu peux faire avec ton pilotage pour ajuster la balance de la voiture. Donc tu dois bien travailler avec ton ingénieur pour que la voiture soit parfaite. Tu as accès à tes barres anti-roulis dans la voiture et aussi à un outil qui change le poids aux roues à l'avant. Et donc il y a beaucoup à faire avec ça et je dirais que c'est ça qui est très dur. Quand tu es en course, il faut jouer avec les turbulences aérodynamiques des autres voitures. C'est aussi très intéressant et l'expérience joue beaucoup. Ça doit être un calvaire quand on est, je sais pas, à la 10-15e place avec les turbulences. Exactement, c'est très dur. Le départ des 500 miles d'Indy, quand tu pars derrière, c'est la voiture bouge beaucoup faut vraiment anticiper. Quand tu es rookie, c'est dur, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Parce que du coup, à aucun moment pendant tes séances d'essai, tu as l'occasion d'avoir cette sensation-là. D'avoir autant de voitures devant toi. Tu peux en avoir 5 ou 6, je dirais, mais autant de voitures, c'est dur. D'ailleurs, j'ai entendu sur Canal+, Jacques Villeneuve qui parlait justement des 500 miles. Il expliquait que rouler à Indy, alors évidemment après le départ, justement pour ces turbulences, ça ressemble un peu à de la conduite sur autoroute. T'en penses quoi, toi? Tu partages son avis? J'aimerais bien que ce soit aussi facile pour moi que pour lui, parce que pour moi c'est un peu plus dur que la conduite sur autoroute. Voilà, pour résumer. Parce que franchement, quand on voit à la télé déjà rien que la vitesse pendant les qualifs, donc c'est une vitesse moyenne, c'est 370, quelque chose comme ça. C'est ça, donc c'est quand même un peu plus dur que sur l'autoroute pour moi. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que j'étais assez surpris quand il avait dit ça à la télé, mais quand je roule sur l'autoroute et quand je vois... On a tous des perceptions différentes. Là, franchement... En 2013, tu as été nommé meilleur rookie en IndyCar, mais il a fallu attendre 2015, donc du coup avec l'opportunité pour revenir, pour te revoir à Indy. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu continuer fin 2013? Ma première année rookie, j'avais $1 million de bourse qui venait de l'Indy Lights. L'année suivante, quand l'équipe avait pas cet argent, il y a un pilote qui arrivait avec un budget complet carrément sur ce volant-là, donc ils l'ont pris. C'était pas $1 million, c'était beaucoup plus. Bon, moi j'avais même pas le moins de sponsoring ensuite, donc pour continuer. Donc c'était purement lié au fait que j'avais pas réussi à avoir un contrat avec une autre équipe qui pouvait supporter des pilotes sans financement, et l'équipe Sam Schmidt avait besoin de financement. Donc voilà. Cette année, tu as un programme en WEC, en ELMS, un vrai programme quand même assez chargé. Comment tu fais pour gérer tout ça? Je dors bien, je fais pas la fête et je me repose bien entre les courses. Ça va, il y a quand même des breaks entre certaines courses. Bon, j'ai un nouveau-né à la maison, donc ma femme est bien occupée quand je suis pas là, mais je suis habitué à avoir beaucoup de courses sur le calendrier, donc pas de problème. Ok. Là, du coup, tu vis en Europe ou tu restes aux États-Unis? Je vis aux États-Unis. J'ai passé l'été en Europe parce que c'était beaucoup plus pratique par rapport au calendrier, mais je suis encore basé aux États-Unis pour le moment. Ok. Comment tu prépares tes week-ends de course?
Si je connais pas la piste ou que j'ai pas roulé depuis longtemps, je fais pas mal de simulateurs. Voilà, bon, de manière continuelle, on fait beaucoup de sport pour être en bonne forme physique. J'essaye de regarder la course de l'année précédente et voilà. Ouais. Tu me parlais du simulateur pour préparer tes courses. À quel point ça aide le simulateur pour préparer justement? Les circuits sont très fidèles maintenant à la réalité, donc ça aide quand même beaucoup. Je dirais qu'au niveau des modèles des voitures, c'est pas encore parfait. Donc des fois, il ne faut pas trop en faire pour pas prendre de mauvaises habitudes si les choses ne sont pas hyper réalistes au niveau du comportement de la voiture, mais c'est quand même un très bon outil. Donc tu as fait de la monoplace, maintenant en endurance. C'est vachement différent quand même entre les deux. Comment tu as fait pour t'adapter? Ouais, je dirais que une fois que tu as atteint un certain niveau en course, des fois il te faut un peu plus de temps d'une voiture à l'autre, mais les bases du pilotage s'appliquent à tout type de voiture, même s'il y a des petites variantes. Donc tu t'ajustes, bien sûr, tu as les datas par rapport à des pilotes qui peuvent être plus à l'aise que toi dans une voiture ou dans une autre. Donc la télémétrie peut aider, les vidéos embarquées, mais je dirais qu'une fois que tu as conduit des voitures comme l'IndyCar, tu arrives à comprendre ce que tu dois ajuster sur ton pilotage pour les autres voitures. Les GT peuvent être compliquées parce qu'elles sont très lourdes et faut essayer vraiment de faire ce que la voiture veut plutôt que faire à la voiture ce que toi tu as envie. Mais de manière générale, ça se passe assez bien. Ouais. Tout le monde a la même voiture en LMP2. Comment tu fais pour te démarquer par rapport aux autres? On essaye de mieux conduire et de bosser sur les réglages. Il y a quand même beaucoup de travail à faire sur les réglages des autos. Donc entre les équipes, il peut y avoir des gros écarts. Ouais. Et en tant que pilote, il faut essayer d'affiner son pilotage au maximum, travailler dur pour être vraiment à la limite et être au top. Ouais. La gestion du trafic en endurance, c'est primordial. Quel conseil tu donnerais à un pilote débutant? Être patient, mais pas trop. Tu as une très grande expérience en sport auto. Comment tu as fait pour rester au top niveau aussi longtemps? J'essaye de ne pas oublier une citation qu'on dit tout le temps, c'est tu n'es pas meilleur que ta dernière course. Donc voilà, chaque week-end ça redémarre à zéro et on doit prouver ce qu'on peut faire à chaque fois qu'on monte dans la voiture si on veut avoir des opportunités et tu dois toujours vivre avec ça. Comment tu gères ton stress avant une course? Avec le temps, tu apprends à le gérer. En fonction des courses, tu peux avoir plus ou moins de stress. Il y a des petites techniques d'essayer de visualiser les choses à l'avance pour essayer de rationaliser. Moi j'aime bien souvent juste aller faire une sieste de 20 minutes, une demi-heure avant la course et ça met les choses au calme et ça apaise avant de monter dans la voiture, c'est ce que je fais souvent. Et comment tu gères les mauvais moments après une course si la course est mal passée? Il faut essayer de pas entre guillemets imprimer dans son esprit ce qui s'est mal passé, ce qu'on peut changer pour la prochaine, en tirer les leçons, mais il faut avoir une capacité à passer à autre chose très rapidement parce que c'est ça un des traits des grands champions, c'est d'être capable de passer à autre chose très rapidement quand les choses ne se sont pas bien passées. Quelle est la chose la plus difficile en tant que pilote et la plus facile dans ton métier de pilote globalement? La plus difficile, je dirais, c'est la gestion de carrière, des opportunités. La plus facile, au final, si tu as du talent et que tu es bon, c'est de conduire. Ouais. Ouais, parce qu'on voit, il y a quand même des pilotes, par exemple, on prend Alonso, ouais. Il a quand même fait des fois des mauvais choix. Exactement, c'est un bon exemple. Ouais. Ouais. Il aurait pu avoir une carrière comme Hamilton si tout s'était bien goupillé. Ouais. C'est tellement compliqué, et puis justement, en fait, McLaren, quand il est parti chez McLaren, tu te dis, en fait, ça va, ça peut être un beau projet, mais en fait, c'est un calvaire. Exactement. C'est super compliqué. Ta plus grande joie en sport auto et ta plus grande déception? Plus grande joie, je dirais, quand j'ai gagné le championnat Star Mazda, l'équivalent de la F3 aux États-Unis en 2011, et que je sachais que ça me permettait de continuer ma carrière et de passer en Indy Lights, parce que si je gagnais pas le championnat cette année-là, le sport auto s'arrêtait pour moi. Ah ouais. C'était ma plus grande joie. Ouais. Et ta plus grande déception? Passer à côté de la victoire au 24 heures Daytona en 2022 pour un safety car à 2 heures de la fin quand on avait 20 secondes d'avance et une décision stratégique
qu'on ne peut pas juger mauvaise après coup parce que c'est trop facile, mais qui n'a pas joué en notre faveur. Comment tu gères les réactions sur les réseaux sociaux? Je regarde pas. Ok. Jamais? Surtout peut-être après une course? Non, très peu. Ouais, non, très peu. Quelle est la voiture qui t'a le plus impressionné à rouler et pourquoi? Moi je dirais l'IndyCar parce que c'est quand tu roules sur un ovale à 375 de moyenne en qualif en tournant à peine le volant, parce que moins tu tournes le volant plus ça va vite, donc la voiture est réglée comme ça, je pense que c'est le plus impressionnant en expérience. Ton circuit préféré? Mosport au Canada, Ouais. circuit avec que des virages rapides à l'ancienne. Quelle personnalité t'inspire le plus et pourquoi? Dans tout, hein, sport, acteur, n'importe qui. Je peux pas dire que j'ai une personne en particulier, en fait j'essaie de prendre le bon de beaucoup de personnes qui peuvent m'inspirer, de beaucoup de pilotes et d'emmagasiner le maximum, donc honnêtement je peux même pas citer une personne comme ça que j'ai en particulier en tête. Ouais. Si tu n'avais pas été pilote, t'aurais fait quoi du coup? Quand j'étais petit, je voulais être chanteur, mais je chante vraiment pas bien, donc je pense pas que j'aurais fini par faire ça. Mon père gère un circuit, j'aime bien, donc j'aurais peut-être fait ça. Peut-être que je le ferai un jour. Voilà. Et dans 5 ans, tu te vois où? J'espère en hypercar ou LMDH dans un programme constructeur en IMSA ou en WEC. Il y a un pilote qui t'a marqué dans ta carrière? J'ai été assez influencé par Jérôme Polican qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière en monoplace et en GT, qui est un gros exemple de combativité et de passion du sport auto, et il m'a beaucoup influencé. Oui. Bon, pour terminer, la question qui tue, qu'est-ce qui fait un bon ou un mauvais pilote? Le talent, la persévérance, la rigueur et la force mentale. Merci beaucoup Tristan. Merci.